Bonjour à tous, bienvenue chez Atlantis SEO, toujours bien évidemment à Ticonam. Derrière moi, vous voyez juste le studio qui va servir pour les prochains podcasts. Vous voyez, on est vraiment en train de s'équiper, mais ça sera sûrement pour la prochaine fois. Nous sommes en mai 2015, je m'appelle Bastien Bregeil et c'est l'épisode numéro 3. Aujourd'hui, un format un petit peu nouveau. Aujourd'hui, un format ce que j'appellerais plutôt table ronde ou alors web bistro, tout simplement. Où aujourd'hui, je reçois 3 intervenants. Comme vous pouvez le voir, ce n'est pas tout simplement une simple interview ou alors un simple podcast one-to-one. On va plutôt, à la place de traiter en fait de sujets en profondeur, on va plutôt traiter de 3 petits sujets tranquillement, des sujets en général plus ou moins d'actualité. Et aujourd'hui, je reçois Aurélien Denis, donc spécialiste WordPress. Bonjour Aurélien. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter en 30 secondes, s'il te plaît? En 30 secondes, je suis consultant et développeur WordPress depuis plusieurs années maintenant. Et puis, je fais des thèmes, je fais voilà, tout un tas de projets qui tournent autour de WordPress et voilà, pas mal d'autres choses, et notamment aussi des événements WordPress. On en reparlera, je pense. Voilà. Merci bien. Juste à côté de toi, on va retrouver Eric Mercier, qui lui a sa société, une agence web marketing au Mexique, à Cancun. Eric, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, s'il te plaît? Hola à tous. J'ai une agence qui s'appelle Octopus, basée à Cancun. Ça fait vraiment 1 an qu'on est officiellement installé. Et voilà, on traite surtout des clients d'Amérique latine et des États-Unis. Merci bien. Et enfin, encore une fois, je pense qu'une personne qu'on ne présente plus, Laurent Bourrelli, donc consultant SEO. Laurent, est-ce que tu peux te présenter en quelques secondes, s'il te plaît? Laurent Bourrelli, celui qu'on ne présente plus. Je pense que c'est l'une des plus rares et des plus courtes présentations que tu as faites dans tous les podcasts que j'ai eus, à mon avis. Ok, alors on va commencer. Il faut savoir aujourd'hui, donc on va traiter 3 sujets. Le premier sujet, donc c'est Aurélien qui va commencer. Ça sera donc sur apparemment, et donc il y a eu récemment une mise à jour WordPress, surtout au niveau apparemment au niveau il y a des choses à dire au niveau des sécurités. Ensuite, Laurent, lui, va plus nous parler en fait des premiers impacts mobiles qu'il y a eu. Vous savez, je pense depuis le 1er avril, une mise à jour Google et apparemment les sites mobiles et non mobiles ont été impacté. Donc, Laurent nous en parlera peut-être un petit peu plus. Et ensuite, Eric, lui, nous parlera d'Applebot. C'est apparemment une nouvelle fonctionnalité, un crawler, peut-être un moteur de recherche, on ne sait pas encore trop, qui vient donc de la firme de Cupertino et il nous en dira un petit peu plus. Aurélien, donc on va donc commencer par toi. Donc apparemment, il y a eu une mise à jour WordPress récemment. Et ça concerne les sécurités. Ouais, tout à fait. Ouais, ça serait pas mal effectivement de recadrer un peu les choses. On a eu pas mal de mises à jour de sécurité. Il y a eu la 4.2 est sortie récemment, donc mise à jour majeure. Donc à chaque fois qu'on fait 4.1, 4.2, etc. Donc le deuxième numéro c'est pour dire majeur. Et puis on a les mineurs qui arrivent 4.2.2, 4.2.1, 4.2.2. Après on a eu 4.1.1 et on est monté jusqu'à 5. Donc c'est vrai que ça s'affole pas mal dans la communauté parce que la communauté WordPress est assez large et puis on a les gens qui commencent à dire oh là là, il y a des millions de sites qui vont se faire hacker parce qu'il y a une faille, etc. Et la presse informatique généraliste qui refait ses choux gras avec pour faire son petit buzz et qui dit en mettant la petite note qui va bien du FBI en disant oui attention, des millions de sites sont potentiellement en danger. Alors il faut un peu relativiser par rapport à tout ça. L'intérêt c'est que ils font du buzz avec et puis je veux dire les failles de sécurité elles sont corrigées rapidement, donc il faut quand même pas dire n'importe quoi sur ce qu'on entend tous les jours, WordPress n'est pas sécurisé, etc. Et puis la deuxième chose, c'est on est aussi dans un système comme tout système, comme tout système de gestion de contenu, comme dans n'importe quel logiciel informatique. Des failles de sécurité, il y en aura toujours. C'est des humains qui font le code. Et à partir de là, ce qui est salutaire avec un outil comme WordPress et comme bien d'autres,
la comparaison pourrait se faire avec aussi bien des navigateurs Internet que des systèmes d'exploitation. C'est qu'on va avoir des mises à jour régulières. Dès lors qu'une faille est connue, ben voilà, il y a une équipe qui se charge de la sécurité, qui corrige la faille, qui communique dessus, et hop, là où c'est formidable, c'est que les mises à jour, pour ceux qui l'auraient activé au niveau des mises à jour mineures, mais c'est maintenant le cas pour la plupart, sont en automatique. Donc du coup, il n'y a même plus besoin de se préoccuper de faire les mises à jour mineures. Donc ben ça c'est un plus. Après on peut te critiquer la manière dont c'est géré, mais l'avantage c'est que il faut pas s'affoler parce qu'on reçoit des nouvelles mises à jour. C'était un peu ça la phobie qu'il y a eu sur pas mal de. Moi je l'ai eu à pas mal de clients aussi. Ah là là, il y a beaucoup de mails qui me disent que mon site se met à jour. Pourquoi WordPress il y a des problèmes? Non, il y a des failles qui ont été identifiées, elles sont corrigées rapidement. Enfin voilà, c'est un plus quoi. Il y a pas à paniquer. Après on pourra avoir la démarche inverse en se disant on communique pas, on dit qu'il n'y a pas de faille, on fait pas de mail, pas de mise à jour. Ben ouais, on peut dire ah ouais, il y a jamais de problème parce que je reçois pas d'informations. C'est un peu, ça serait un peu le monde à l'envers quoi. Donc voilà, quand on entend parler, moi ma petite info c'est de dire ça, hein, quand on voit partout des articles, le FBI vous dit que des millions de WordPress vont se faire pirater. Bon, il faut relativiser quoi. Il y a pas de grands dangers quoi. Il faut faire les mises à jour et puis il n'y a pas à s'inquiéter quoi. Voilà. Eric, toi qui as eu une agence, est-ce que tu as ressenti vis-à-vis de tes clients une urgence de faire absolument ces mises à jour? Mes clients, ils sont complètement à ma merci, on va dire. Donc en fait, ils sont absolument jamais au courant de rien du tout. Donc c'est nous qui devons faire très très attention à ça. Nous, ça a été très simple avec cette mise à jour. On utilise des serveurs WP Engine. Eux, ils ont réagi en moins d'une heure. Ils ont corrigé la faille eux-mêmes sur leur serveur en moins d'une heure. Donc en gros, le moment où j'ai aperçu les actualisations en train de se faire, les gars des serveurs, ils ont fait bon bah tranquille, tout est sous contrôle, il n'y a pas de souci. Donc du coup, j'ai pas eu une grosse frayeur, et mes clients ils sont même pas ils ont rien compris de ce qui se passait. Donc, ouais voilà, mais en utilisant ce type de serveur, ça nous permet justement d'avoir une grosse sécurité par rapport aux clients, quoi. Évidemment. Quand VP Engine a corrigé, c'est parce que eux avaient une faille au niveau de leur serveur ou c'est l'installation WordPress qui. Avec l'actualisation, en fait, ils ont vu, ils utilisent un moteur de WordPress modifié. Ah oui, ok, d'accord. Donc automatiquement, ils ont vu la faille, ils ont fait attendez, bougez pas, on corrige ça tout de suite. Ouais, c'est le service premium de chez eux, quoi. Voilà, exactement. Donc du coup, je suis assez serein par rapport à ça. Puis on n'a pas eu de downtown ou des choses comme ça, quoi. Vraiment, pas de souci. Mes clients, ils voient rien de ça, ils connaissent rien à ça, ils veulent rien connaître de ça, quoi. L'agence, on fait un service vraiment, je sais pas comment on dit en français, all inclusive. Ça veut dire qu'on s'occupe de tout. Donc le client, il a juste à compter les billets. D'accord. T'es sous WordPress, toi, Laurent? En partie, oui. Moi, pour jeter mon grain de sel dans la discussion, c'est pas tant ce genre de mise à jour qui m'inquiète. Moi, là où je vois le plus de dégâts, c'est avec l'installation de thèmes gratuits ou de plugins vérolés. Et là, enfin, j'ai vu des trucs jusqu'à création automatique de comptes admin, etc. Quoi. Et là, je vois un vrai danger parce que les gens font pas gaffe. Ils installent un thème, ils voient pas que le mec. Alors, ça peut être gentil rien qu'en se faisant des petits liens à droite à gauche, mais aussi effectivement avec des choses beaucoup plus pernicieuses, base 64 et compagnie. Et ouais. Voilà. Pour moi, le vrai danger, il est là. Plugin et thème, mais pas. Effectivement, je fais confiance à WordPress pour être quand même super réactif vis-à-vis des problèmes qui émergent.
Quand t'as vu ce genre d'informations, tu t'es pas mis à paniquer comme une grande majorité apparemment des internautes, hein. Non, non, non. Effectivement, maintenant avec la mise au jour automatique, voilà quoi. Il y a plus. Quand on a connu le WordPress à ses débuts, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est quand même plutôt cool quoi. T'as démarré en quelle version pour rigoler? Quelle version, je sais plus, mais on parle de 2004, je crois, 2005, c'est tout début, hein. Ouais, c'était Mais avant, c'était Laurent n'a la pas créé 2.0 ou- Pardon, Eric? Laurent n'a pas créé WordPress. Non. Non, non, mais j'ai tout testé, même, mais à l'époque j'étais plus sur un truc qui s'appelle Spip, et après WordPress est arrivé, mais D'accord. C'est vrai que Aurélien, pour rebondir sur ce que dit Laurent, c'est vrai que peut-être qu'effectivement les vrais dangers de sécurité sont plus dans tout ce qui va être thème gratuit ou alors Le vrai danger, c'est pas ça. Le vrai danger, c'est pas ça. Le vrai danger, c'est toujours l'utilisateur. Donc, si l'utilisateur qui se dit, ah, ça y est, j'ai réussi, je me suis installé un WordPress, ou même mon hébergeur me l'a proposé de me l'installer avec un module préconfiguré. Bon, là, c'est un peu à pleurer dans ce qu'ils font les hébergeurs, mais bon, c'est dommage, pour ne pas citer certains gros hébergeurs nationaux. Bon, il y a des modules préinstallés, ou même quelqu'un qui se réussit à suivre un petit tutoriel. Son WordPress est installé, elle achète un thème ou elle le télécharge sur des plateformes plus ou moins légales en ligne, et puis elle active, allez, j'ai un thème. Et puis c'est vrai que un thème qui était disponible gratuitement sur des sites illégaux, la plupart du temps, ils sont vérolés. Et après, bon, sur les sites, même en payant le thème, bon, souvent, c'est pas non plus super bien codé. Et on se retrouve avec notamment des inclusions de plugins premium. Donc, je pense récemment, il y a quelques mois, on a eu les problèmes avec Revolution Slider. Donc, il y a beaucoup de gens qui aiment les thèmes un peu sapin de Noël qu'on trouve sur des marketplaces. Donc ces thèmes-là, le truc, c'est que pour être bien vendus, ils intègrent le maximum de fonctionnalités et le maximum de fonctionnalités dont les sliders. Et Revolution Slider était en fait un plugin premium. Donc, mais le problème de ces plugins premium, c'est que quand ils sont inclus, il n'y avait pas les mises à jour qui étaient notifiées. Donc l'utilisateur, lui, il pensait il était toujours à jour, sauf que le numéro de version, il y a longtemps qu'il était plus le bon. Et du coup, ce qui s'est passé, ça a été simple, c'est que et ça, par contre, il y a eu de gros impacts. C'est qu'il y a des gens qui utilisaient donc ces thèmes premium et ils se sont fait attaquer par une faille qu'il y avait dans Revolution Slider. Ça, moi, j'ai eu à dépanner pas mal de sites de gens qui ont débarqué en disant paniqué, ah mince, je me suis fait véroler. Oui, mais le plugin premium n'était pas à jour. Alors moi, à titre personnel, je déteste les thèmes premium, donc pour le coup, c'est un peu leur problème parce que dans leur conception, ils sont souvent mal conçus. Donc là, pour le coup, c'était plus dans le modèle économique de ces places de marché qui vont autoriser les développeurs à intégrer d'autres plugins premium sans notifier l'utilisateur qu'il va y avoir des mises à jour. Donc là, c'est aussi. C'est pas. Là, on parle de deux voire trois entreprises dont le métier était effectivement de vendre des thèmes premium. Mais après, et tout à l'heure, je parlais de thèmes gratuits, mais ça me fait penser qu'on a chopé un gars donc un designer dans les thèmes premium payants dans une des grosses boîtes, ouais, qui faisait aussi sa petite tambouille en se faisant ses petits liens cachés, tout ça. Ah ouais, d'accord. En plus, tu payais le thème et en plus, tu faisais du lien, mec. Mais c'est effectivement pas forcément gratuit ou payant. Le problème, c'est d'avoir confiance et savoir aussi un petit peu fouiller, ou déjà minimum syndical, moi je dirais, c'est installer un plugin tel que Tag Checker, un truc comme ça là. Ah ouais, qui va vérifier Authentication Checker qui fait un petit peu le tour des gros, mais ça décèle pas tout, hein. Non. Mais déjà ça c'est déjà le minimum à faire avant d'installer un thème. Tu t'es déjà retrouvé, pardon, Laurent, face à ce problème-là, ou avec ton site où effectivement tu avais téléchargé un widget ou un thème et puis tu t'es rendu compte que tu t'es fait hacker, ou alors tu t'es fait. Ouais. Enfin bon, cela dit, la majorité des hacks, c'est quand même du social hacking. Et moi, le hack le plus célèbre qui est intervenu chez moi, ça a été par Marie Pourreron. Elle a tout simplement deviné mon mot de passe, quoi.
Donc c'est quand même par là que passe C'est la embêtant. plupart du monde. Mais oui, non, j'ai C'était eu. pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, non? Non, c'était un petit peu. C'était à l'envers, à l'envers. C'était un petit peu plus malin que ça. Je sais plus où j'avais expliqué comment en fait composer un mot de passe bien foutu dont on pouvait se rappeler. Et elle a craqué mon code, quoi. Rassure-moi, ce n'était pas SEO Rockstar quand même. Non, c'était un autre blog. Non. Mais oui, non, moi, il m'est arrivé plein de mésaventures, bien sûr. Que j'ai eu plein de trucs, des vertes et des pas mûres. Mais je vous dis, le plus impressionnant, moi, ça a été un thème qui générait automatiquement des comptes admin, quoi. C'est-à-dire que on se retrouvait avec des utilisateurs créés. Ouais. Et donc le gars là, il prenait le contrôle complet du Une backdoor, site, quoi. Il y avait... ouais, complètement, quoi. Ouais, Ok. c'est marrant, ces petites bestioles-là. Ok, juste pour finir, Eric, toi, je suppose que à ce niveau-là, bah, tu fais quand même relativement gaffe, hein. Oui, nous on est à 100% de WordPress. Tous nos clients sont sous WordPress. Yeah. Exactement. Pour une question de flexibilité, on achète rarement des thèmes premium enfin, on a fait un thème, on va dire, malléable. Starter. Donc on peut faire quasiment tout avec. Et voilà, après c'est juste un petit peu d'inspiration, en sachant qu'on vérifie bien sûr, enfin toute la base est bien vérifiée. On a une staging dans notre serveur, on fait plein de tests. Généralement, on n'a pas trop de soucis. On s'est fait attaquer il y a un mois sur un site d'un gros client. Ça venait de la Chine. C'était une attaque comme ça au hasard plus qu'autre chose, parce que c'est un gros site avec une boutique en ligne, mais on a eu une descente de site pendant 37 secondes, je crois. Donc on a eu une bonne réactivité. Vraiment, avec le serveur qu'on utilise, on a vraiment pas de soucis, quoi. On a des alertes partout. On fait très attention à ça, effectivement. Ok, très bien. On crée nos propres plugins pour éviter d'avoir des surprises des fois. Ok, Même s'il faut répéter le même plugin. bien sûr. Et tu fais du e-commerce avec WordPress, du coup, si j'ai bien compris. Généralement, enfin, là, on a recréé un WooCommerce, en fait, mais fait maison. Ok. Pour avoir le contrôle parfait, parce qu'avec WooCommerce, on peut pas tout faire. Ouais. Et du coup, ça ne plaisait pas. Allez hop, on se le refait. Ouais, voilà, on s'est refait, on se fait un mois et demi de développement sympathique, et puis maintenant, ça fonctionne exactement comme on veut. Le problème, c'est que maintenant, on est avec 10 000 lignes de code, et des fois, quand il y a des modifications à faire, c'est où? Et ouais. Et la doc, elle est où là? Mais bon, on a un de nos développeurs en chef, c'est une grosse bête. Donc, il y a l'Allemagne qui a voulu nous l'enlever il y a 3 semaines, donc j'ai eu très peur. Et au final, on a réussi à négocier pour le garder. Mais ouais, on fait très attention de toute façon à la sécurité et puis surtout à l'efficacité du WordPress, quoi. Ok, super. Merci Eric. Donc c'est rigolo quand même parce qu'on est parti à la base d'une mise à jour WordPress et puis finalement on s'est rendu compte que, comme tu l'as dit Aurélien, le plus grand danger ça reste encore l'utilisateur. Ah ouais, mais ça c'est comme tout, hein. Tu peux mettre un utilisateur, il peut utiliser, c'est pareil, hein. On parle aussi de la comparaison souvent avec un PC, avec un Mac. Lequel est pas sécurisé, lequel est sécurisé. Je veux dire, si l'utilisateur il fait n'importe quoi dessus, tu vas avoir des problèmes. Il y a eu ce débat un peu aujourd'hui. Daniel Rock enfin, ça rebondit sur une de mes conférences. Voilà, j'ai osé dire que WordPress c'était de la merde, mais effectivement, c'est pas WordPress en tant que tel qui est de la merde, c'est ce qu'en font les gens. Mais le fait est que quand même, WordPress est vendu entre guillemets comme étant le truc, voilà, fastoche, 5 minutes, blablam, ou alors même, comme tu l'as dit tout à l'heure, t'es chez OVH, pouf, c'est préinstallé. Ouais. Et effectivement, comme tout CMS, mais le problème, c'est que la majorité des gens utilisent WordPress, donc c'est pour ça que WordPress est la cible, mais les autres sont pareils.
et moi, le problème que j'ai vis-à-vis de ça, c'est que c'est vendu en un petit peu trop. Voilà, WordPress c'est fastoche à installer, t'inquiète pas, t'as déjà tout. Bam, 5 minutes et ensuite tu peux aller bloguer quoi. Enfin, t'as raison, Laurent. Moi, j'ai beaucoup d'éducation à faire auprès de mes clients parce que quand je leur dis que bah, on va faire un site sous WordPress, ils me disent mais pourquoi je vais te payer quoi? Et, Et ouais, ça arrive à ça. voilà, exactement. Donc je leur explique qu'effectivement, bah, c'est pas simplement un WordPress et installer un thème premium ou gratuit ou c'est qu'on fait vraiment un gros boulot quoi. Il y a des sites où on passe 3-4 mois de boulot Ben ouais. pour fonctionne correctement et ça le client tout seul ou la personne lambda pardon ne peut pas faire obligatoire donc le truc c'est que oui on utilise WordPress mais on fait un sacré boulot pour que derrière ça fonctionne correctement. Ok Eric, merci. Merci à vous trois. On va conclure sur ce sujet. On va passer au sujet suivant. Donc la partie mobile, le 21 avril, donc Google a implanté un nouvel algorithme. Est-ce que tu peux nous rappeler, Laurent, rapidement quel impact ça avait sur les sites hein, déjà premièrement. L'idée c'était de dire voilà si vous n'êtes pas mobile friendly le 21 avril, vous allez vous casser la gueule dans les recherches, dans les résultats de recherche sur mobile. D'accord, il faut bien préciser que ça concerne les résultats de recherche sur mobile. Problème qu'il y a, c'est que, encore une fois, moi je parle de InfoWars ou de guerre psychologique, et a priori, je crois que c'est un peu moins de 5%, 4,7% je crois précisément, de sites qui auraient migré vers une version mobile suite à l'annonce. Depuis notre prisme à nous, que ce soit moi ou les potes, je pense qu'on est plus en contact avec des gens qui sont sensibilisés aux choses du SEO, donc ça paraît beaucoup plus que ça, mais effectivement sur la globalité des sites, bon je pense que... Mais ça fait quand même énorme, hein, presque 5% des gens qui ont réagi voilà, à une annonce, alors que quand nous autres, notre boulot est finalement plutôt d'essayer de tempérer et de contrer l'annonce en disant calmez-vous, il n'y a pas besoin de... Je préfère que vous preniez votre temps. Le 21 avril, il va rien se passer comme d'habitude. Et c'est effectivement ce qui s'est passé, c'est-à-dire il n'y a rien eu de spectaculaire le 21 avril, pas plus que d'habitude. Et c'est encore en propagation, on ne sait pas trop. Bon bref, surtout moi je crois que le problème il est même pas là quoi. Effectivement, et en plus la précipitation de faire une version mobile aboutit de mon point de vue, dans la plupart des cas, à un désastre. C'est-à-dire qu'on va dire, ouais, responsive web design, super. Moi aussi, j'ai cédé aux sirènes du responsive. Mais après, quand j'ai vu la réalité, c'est pas si facile que ça. Il y a des gros problèmes de performance, de gestion. C'est pas très, c'est beaucoup plus difficile d'évoluer. Et puis, si vous voulez vraiment être responsive à 100% dans toutes les résolutions, sur tous les machins, sur tous les trucs, c'est mission impossible. Et puis surtout, je vois moi, au niveau de la conversion que ça dégringole, quoi. Et que ce soit des éditeurs qui se font payer avec les pubs. Alors du coup, le premier truc qui dégage, c'est les pubs en version mobile. Ou alors des sites e-commerce qui aggravent encore plus déjà un problème existant qui est la conversion sur mobile. Et même Google officiellement, hein, lors de une des dernières interventions, est un petit peu revenu sur ce gros message de passer en responsive, en disant que finalement, ouais, c'est pas si mal quoi, le sous-domaine pour les smartphones, un sous-domaine version mobile pour les smartphones, et le site, lui, doit être consultable sur tablette et sur desktop. Aujourd'hui, on peut quand même se débrouiller à faire un site qui soit tout à fait consultable sur les deux devices, hein, que ce soit desktop ou tablette. Après, le problème, c'est plus sur les mobiles, quoi. Mais moi, je le vois comme ça. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple de faire une version mobile pour smartphone que passer dans la grosse refonte responsive. Ou honnêtement, alors je sais pas, hein, peut-être que Eric a des exemples ou d'autres, ou Aurélien, mais moi, après, qu'est-ce qu'on appelle un grand compte, hein, mais je dirais, moi, dans les boîtes style des boîtes du CAC 40, quoi, voilà, ce type d'entreprise. Souvent, j'interviens là en sous-traitance pour des agences.
Je dis bien que 100% des tentatives de passer en responsive se sont soldées par un échec. C'est-à-dire que c'est pas passé en prod. Donc, il y a aussi vraiment faut être face à la réalité des choses. Pour certains sites, le challenge est beaucoup plus compliqué. Et là, de faire une annonce vite fait, de dire et puis surtout brandir cette menace que ça va être une apocalypse extraordinaire, ben non, en fait, c'est complètement marginal. Alors après, c'est sûr que tout le monde stresse parce qu'ils se disent ben aujourd'hui, le mobile c'est 30% de mes visiteurs. Mais là où je dis que c'est un faux problème, c'est qu'on est en train de se battre sur des vestiges du passé. Vestiges du passé, c'est quoi? C'est la recherche via une version mini de Google sur mobile. Aujourd'hui, la recherche sur mobile évolue à vitesse grand V. Il y a le predictive search, c'est une réalité, ça fait des années que j'en parle, mais là, aujourd'hui, c'est là. Google Now, ça existe, ça marche. La reconnaissance de la voix est sans doute le secteur où ça a le plus évolué, et tout ce qui est Siri, je sais pas comment il s'appelle, le truc de Microsoft, là, Cortana ou je sais pas quoi. Ouais. Et ça modifie même les usages. C'est-à-dire que tu cherches sur le moteur de recherche, tu vas taper, je sais pas moi, coiffeur à Limoges. D'accord? T'es là, coincé à Limoges, tu as besoin d'un coiffeur. Donc tu tapes coiffeur Limoges. Tandis que si tu le fais avec la voix, c'est où se situe le coiffeur le plus près, ou un truc dans le genre. C'est-à-dire que là, on pose vraiment une question, on formule une question, et on sait qu'on est déjà géolocalisé, etc. Donc ça change toute la perspective de la recherche d'informations. Et puis surtout, moi, le gros problème, qu'est-ce que je réponds à un client qui me dit, ok, ouais, j'ai reçu le mail, voilà, je suis pas mobile friendly, mais j'ai une app. Ben ouais, en fait, c'est quand même mieux, quoi. Si tu as une vraie application, ça déboîte 10 000 fois plus. Alors, je parle pas du clone, hein, de l'application clone du site web, mais une vraie app, là, tu es vraiment mobile friendly. Je veux dire, il n'y a pas mieux. Mais non, ça, Google, il le voit pas. Donc, si je te suis bien, effet de poudre aux yeux, plus ou moins? Non, c'est une remarque générale par rapport aux annonces Google. Ne tombez pas dans le piège. C'est des armes de guerre psychologique, c'est-à-dire qu'ils veulent. Qu'est-ce que c'est que la guerre psychologique? C'est avec un minimum de ressources, en touchant un minimum de cibles, avoir un maximum d'impact. C'est des techniques de guerre, hein, que les généraux utilisaient. Si vous lisez Sun Tzu, ou si vous regardez ce qu'ont fait les Allemands ou même les Américains pendant la guerre du Vietnam, il y a ce qu'a découvert Google grâce à l'effet d'annonce Panda un petit peu par hasard, c'est comme ça le pouvoir de l'effet d'annonce. Et pourquoi il fait ça? Alors il faut peut-être lui donner quand même un mérite à Google, parce que je le critique, mais il a quand même réussi à faire évoluer le web. C'est quand même vachement moins du bricolage qu'avant, les sites internet. Vous êtes d'accord, hein? Si on prend 10 ans en arrière et aujourd'hui, ça tient un peu plus la route. Il faut savoir quand même que d'où ça vient le HTML4, c'est Excel, hein, les tableaux. Voilà. La conception de page web, ça vient quand même d'inspiration de tableaux Excel. Donc aujourd'hui, on est quand même sur des formats qui sont un petit peu plus customisés pour le web. Mais par contre, ça n'enlève pas aussi le fait que la réalité de Google, c'est ils ont besoin d'économiser des ressources. Ils sont à full capacité en termes de... Ils ont une limite physique, Google. Ils ne peuvent pas multiplier les data centers pour suivre la croissance exponentielle du web. Donc, il faut qu'ils consomment moins. Et consommer moins, ben, la mise à jour caféine de 2010, c'était une mise à jour d'infrastructure qui a impacté non pas l'algorithme de classement, mais les performances. C'était la première fois qu'on disait, voilà, il y a un critère dans le classement qui dit que si votre site est trop lent, il peut être modifié. Il peut être déclassé, pardon. Et ben là, pareil. Ça, lui, si le site est mobile friendly, c'est quand même mieux à crawler, c'est plus facile, vous lui facilitez le boulot, vous lui économisez des ressources, donc vous rentrez dans son jeu. Donc oui, ça vous aide un petit peu, mais vous l'aidez surtout lui. Et aujourd'hui, j'accuse Google d'utiliser à tort et à travers cette arme psychologique d'effet d'annonce qui, dans la réalité, voilà quoi, je veux dire, tout le monde en a parlé avant, personne ne savait de quoi il parlait. De quoi on peut parler? On peut savoir comment on fait un site mobile friendly, point barre, mais il y avait toute une espèce de littérature qui
qui divaguaient sur des choses, sur rien de concret. Et après, les études post-mobile apocalypse ont montré que, ben ouais, non, il n'y a rien qui a bougé vraiment, quoi. Sur tes clients, Laurent, est-ce que tu n'as pas vraiment vu de chute de visite, par exemple, sur des visites qui Non, parce que viendraient du côté mobile? Toi, tu l'as pas vraiment ressenti, ça? non, on avait. Alors après, c'est aller de, je sais pas. Par exemple, si vous allez sur la page d'accueil de mon site, la partie blog est sur WordPress. Il y a 3 technos sur mon site et bientôt une 4e, mais la partie blog est sur WordPress, mais la partie frontale non. Et la seule chose que j'ai faite pour être mobile friendly, c'est ajouter la méta viewport machin, quoi. Et, et c'est passé. Mais pour d'autres, disons que j'ai pas eu de client où on n'a pas réussi à trouver une astuce pour quand même être rapidement mobile friendly, donc j'ai pas eu de catastrophe. Mais par contre, oui, j'ai vu par contre effectivement des hausses par rapport au trafic mobile chez certains qui ont mis en place des modifs. Mais par contre, hausse de trafic, mais chute de conversion. Grosse chute de conversion. Et c'est là que je pose la question c'est bien beau, surtout pour les sites e-commerce, d'avoir plus de trafic, mais si on vend moins, il faut se poser les vraies questions. C'est-à-dire si les gens vont finaliser l'achat sur desktop, pourquoi? Parce qu'ils sont plus confortables sur desktop, ou alors ton expérience utilisateur sur mobile est pas bonne. Il faudrait pas qu'on arrive à un état où, ce que j'observe par exemple dans l'hôtellerie, où voilà, c'est un peu résigné du type ouais, il faut qu'on passe par Booking, même si nous bouffe notre marge, même si machin, même si tout ça, bon, c'est un peu obligé. Et là, les seuls qui sont bons sur mobile, c'est Amazon. Ils ont foutu une claque à Google en termes de volume de recherche. Disons, le volume de recherche sur Google a diminué pour un certain type de recherche. Pourquoi? Parce que les gens, ils préféraient... Qu'est-ce que tu préfères? Tu préfères taper un mot-clé dans Google, chercher sur 4 ou 5 sites différents sur lesquels il va falloir que tu t'enregistres, que tu mettes ta carte bleue et tout le tralala, ou alors tu vas direct chez Amazon où de toute façon tu sais que tu vas être livré en 24 heures, le prix va être bon et puis en un clic, bam, c'est acheté, quoi. C'est QFD. Et je voudrais pas, moi, qu'on arrive à... Ouais, Amazon va tout rafler sur le mobile parce qu'ils l'ont déjà bien engagé aux States. Et non, il faut arrêter d'obliger les gens à s'inscrire pour acheter quelque chose. Il faut arrêter je sais pas, enfin, il y a mille et une choses qu'il faut arrêter de faire ou de commencer à faire pour être bon sur mobile. Et surtout, je pense que l'application, ou alors trouver un moyen de faire la passerelle, c'est-à-dire là, je vous appuyez sur ce bouton et vous pourrez finaliser votre achat sur le PC ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref. Quand tu dis baisse du nombre de transactions, enfin, quand tu dis baisse, pardon, de conversion, tu parles du nombre de transactions ou alors du taux de conversion? Non, d'achat réalisé. Okay, ouais. Donc, le trafic augmente, mais les visites augmentent, mais c'est pas pour autant que les gens vont en fait plus acheter sur la version mobile. Mais ouais, moi je trouve qu'ils achètent même moins. Après, c'est ma constatation à moi. Peut-être que je suis pas. Je vais pas en faire une généralité, hein, mais en même temps, tant qu'on pourra pas acheter, tant qu'il n'y aura pas un terminal de paiement dans un téléphone, les gens, il faudra toujours aller où ma carte bleue, est-ce que c'est sécurisé, est-ce que c'est ceci, est-ce que j'ai la batterie pour payer, enfin, il y a trop de contraintes, je pense. Eric, toi qui es donc plus côté outre-Atlantique, sur le continent nord-américain, est-ce que tu as eu un impact alors en termes de visite et carrément aussi en termes de transactions, comme Laurent le souligne? Oui, mais le contraire de Laurent. Ça veut dire, moi j'ai eu, même quelques jours avant la date fatidique de Google, j'ai eu des pics de trafic qui se maintiennent jusqu'à aujourd'hui, plus en tablette que mobile d'ailleurs. Et par contre, en mobile, j'ai eu un tout petit peu plus de conversion. Pas grand-chose, c'est de l'ordre de 1%, 2% en plus. Par contre, en tablette, je suis à 200% de conversion en plus sur 3 gros clients. Qu'est-ce qu'ils vendent ces clients? Comment? Qu'est-ce qu'ils vendent ces clients? Des tours. Des tours, comment on appelle ça en français? Des tours. Des tours opérateurs, tu veux dire des... Enfin, c'est des tours vacances, c'est ça? Ah d'accord, ok.
Voilà, que ce soit Mais, vacant. oui, j'ai oublié de. Excuse-moi Eric, mais c'est vrai que moi, la tablette, je l'englobe un peu dans le PC, quoi. Ouais, Voilà. je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec Je toi. fais vraiment la séparation avec le smartphone. Ouais, bien sûr. Et c'est très différent d'ailleurs la manière que les gens utilisent la tablette ou le mobile. Et la tablette est beaucoup plus proche effectivement de l'utilisation d'un ordinateur. Mais par rapport aux ventes de PC, enfin sur PC, pardon, j'ai effectivement sur PC, sur desktop, c'est resté plus ou moins normal. Par contre, effectivement, en tablette, de grosses pointes de conversion. J'espère que ça va se maintenir d'ailleurs. Mais beaucoup plus de trafic. En sachant que le Mexique, par exemple, on a un cas un peu particulier pour le simple fait, c'est que les gens ils sont passés de rien au smartphone. Donc au Mexique, actuellement, on est à 67% de consultations sur mobile. Parce que les gens, pour le pouvoir économique, tout ça, ainsi de suite, ils passent directement généralement à des bons téléphones, mais ils ont rarement des ordinateurs. Donc du coup, la conversion est vraiment très différente. Et Internet a explosé ici il y a quelques années. On est passé de seulement 20 millions d'internautes à 60 millions en 5 ans. Donc ça a quand même pas mal explosé, mais quasiment tout sur mobile directement. Donc mes stratégies sont automatiquement différentes. Et tous mes sites sont responsives, bien sûr avec le casse-tête de toutes les résolutions et tout ça. Et optimisation, je suis complètement d'accord avec Laurent, les performances d'un site responsive, ça reste très difficile à maintenir. Donc on vire tout ce qui est superflu pour que les gens arrivent, on va dire, à l'achat le plus facilement possible. D'accord. Aurélien, toi, est-ce que tu as eu déjà un premier retour effectivement de tes clients et je veux rebondir aussi sur ce qu'a dit Laurent. Est-ce que certains de tes clients t'ont plus ou moins appelé en catastrophe? Ah, j'ai cette annonce, il faut absolument que mes sites soient maintenant responsive. Enfin, Ouais, alors ça, je l'ai eu, ça. J'ai eu le coup de plusieurs d'ailleurs qui m'appelaient ou qui m'envoyaient un email. Est-ce que le site va passer le test où on met l'URL chez Google et ça dit si c'est correct? Alors, je les ai rassurés. Ah oui, oui, mais moi, je fais que du responsive. Hein, donc, du coup, ils ont été. Ah, ben c'est bon. Alors, on a pris ce qu'il fallait. Oui, oui. Après, c'est clair. Le responsive, il y a les problèmes des performances, même si on peut faire pas mal de choses aujourd'hui. Il y a choisir le bon framework, celui qui conviendra le mieux, ou se le faire soi-même. Il y a est-ce que finalement faire du responsive, enfin quand on parle responsive, finalement c'est en gros c'est masquer des éléments selon le niveau de résolution ou un affiché, hein, grosso modo c'est ça. Ou alors est-ce que j'ai les moyens et je me paye une application mobile parce que sur mobile il y a vraiment des usages, une expérience utilisateur qui va être complètement différente et que à ce moment-là je peux pas rester sur un affichage un peu bridé quoi. Bon, il y a plein de problématiques. Après, ce que tu disais, Eric, qui était intéressant, je trouvais, c'est le cas du Mexique. Je pense que c'est peut-être que la stratégie de Google, c'est de se dire, je vais taper sur les pays émergents. Comme ils sont en train de s'équiper largement plus par du mobile que par de l'ordinateur, forcer en gros les pays qui créent la plupart des sites e-commerce qui génèrent beaucoup de trafic à aller vers ces pays-là en disant, regardez, eux, ils ont beaucoup plus mobile, peut-être que vous devez aller dans le sens de ces pays-là pour développer aussi votre business à l'export. C'est peut-être aussi une stratégie dans ce sens-là, je sais pas. Oui, surtout aux États-Unis aussi, hein, pardon, Laurent. Aux États-Unis, Laurent, tu connais bien le marché américain. Il y a dans le tourisme, par exemple, il y a 86% des Américains qui font des recherches sur mobile avant d'acheter. Après, ils achètent soit sur mobile ou soit sur ordinateur, mais ils font énormément de recherches sur mobile en fait. Donc c'est important d'être présent en SEO sur mobile automatiquement, même s'il n'y a pas la conversion directe sur mobile. Par contre, je suis d'accord avec toi, Laurent. Les effets d'annonce guerre psychologique de Google, effectivement, ça devient quasiment presque ridicule. Maintenant, je suis d'accord sur le fond.
c'est quand même vachement bien d'avoir un site plus ou moins responsive et pas avoir des sites fluides ou ce genre de choses, ou des vieux sites comme ça où il faut faire des zooms in et zoom out tout le temps. Ça devient, enfin, moi, ça devient fatigant de voir des sites comme ça. Et par exemple, c'est une de mes techniques de vente. Un client vient, enfin, un prospect vient me voir. J'ai même pas besoin de voir son site. Je vais lui dire que son site n'est pas responsive. Et ouais. On l'a tous fait. Sauf une fois, ça m'est arrivé où aussi son site était responsive. Je me suis retrouvé un petit peu mal. Mais au final, c'est une super technique de vente. Et l'argument pour le marché mexicain, en leur disant tu vas perdre énormément de clients, plus de 70% des gens qui sont sur mobile au Mexique, si tu perds ça sert à rien. Donc viens avec moi, quoi. Laurent? Ouais, il y a un élément que, alors je sais pas, justement, je voulais poser la question à Eric parce que nous, on voit la complexité du parcours d'achat qui déjà s'allonge dans la durée, hein, ça peut dépasser allègrement 3 semaines, et effectivement, les points d'entrée, les devices, c'est pas sur un appareil qu'on consulte, hein, alors on arrive enfin voilà, je bosse avec une agence qui arrive à traquer tout ça de manière assez maligne avec l'empreinte du navigateur et ensuite avec les IP. Mais le fait est que c'est ça, c'est les gens ils consultent à droite à gauche et puis ils finalisent l'achat après des jours, des semaines. Et c'est pour ça aussi que c'est un petit peu la mort de ce qu'on appelle le last click, hein. Depuis toujours, vous savez que le mode de rémunération, c'était pour affiliation, tout ce que vous voulez, pub, c'est le dernier, voilà, le dernier clic qui compte, alors que maintenant, on commence dans des modèles de répartition en 3 tiers. Et il y en a qui commencent à pleurer, hein. Par exemple, les sites de code promo, des trucs comme ça, hein. Ils avaient la plus grosse part du gâteau et maintenant, ils se retrouvent avec seulement un tiers. Ça fait mal, quoi. Je sais plus pourquoi j'ai dérivé vers ça d'ailleurs, mais bon. Attends, Bastien, de recentrer la conversation. Non, mais très bien, très bien. Laurent, toi, est-ce que tu as eu du coup des retours, mais hors de France? Des retours hors de France. Par rapport à quoi? Par rapport au mobile? Par rapport au mobile. Ouais, non, bien sûr, on en parlait, c'était la grosse discussion quand j'étais au European Search Awards à Berlin, où là, il y a tout le gratin du SEO européen, en tout cas, et même des Américains. Honnêtement, enfin, du côté des professionnels, tout le monde est plutôt calme et serein. Je veux dire, on sait quoi faire pour être mobile friendly, on sait quoi anticiper, comment on y voit clair aussi au travers de la communication Google, mais cette volonté cette guerre psychologique, elle n'est pas destinée à nous, les pros, elle est plutôt destinée aux propriétaires normal, quoi. Je veux dire, le commerçant ou le gars qui a un blog, voilà, la blogueuse de mode ou je sais pas quoi, qui elle va être terrifiée et qui va réagir de manière inconsidérée. Et c'est ça le problème. Donc c'est même pas, voilà, que ce soit à l'étranger ou en France, c'est plutôt par rapport au type de personnes visées. Les pros sont, je sais plus où je disais ça, mais moi la mise à jour qui m'a personnellement le plus atteinte et qui a atteint le plus des gens que je connais qui font des business sur Internet, c'est ni Panda ni Pingouin, c'est Payday Loans. Payday Loans a mis un gel sur les requêtes ultra concurrentielles, enfin voilà, des rachats de crédit et compagnie, quoi. Où là, il y avait de la grosse galette et tout ça, ça a été complètement gelé, voire même aujourd'hui, je pense, nettoyé à la main. Donc, la réalité, elle est à l'écran et ce qui nous touche, nous, les pros, et pas forcément ce que Google communique et qui fait le plus de bruit sur la toile. D'accord. Alors, excusez-nous, on est en direct, hein, comme vous pouvez le voir, mais Laurent, je crois que tu as un tout petit problème avec ton micro, tu as un tout petit problème de connectivité, ça grésille un petit peu quand tu parles, si tu peux juste vérifier la prise. Voilà. Désolé, c'est du direct, mais en même temps… Tu sais quoi, je vais me changer.
Alors, je crois qu'on ne t'entend plus. Allô Houston. Il va falloir meubler, hein. Bah écoute, Maintenant, tu m'entends. Ah, voilà, là maintenant on t'entend. Et Parfait. sans le grésillement. Et sans le grésillement. Voilà, donc désolé encore, hein, ce qu'on dit, c'est du direct, mais bon, au moins, c'est quand même plus sympa pour une meilleure qualité. Ok, bon, ben, très bien, on va juste conclure deux petites secondes. Aurélien, pour toi, le mobile, ça a eu un vrai impact en termes de résultats? oh moi pour l'instant j'ai même pas regardé un peu ce qui s'était passé, donc tu sais, je suis voilà, je suis dans le même esprit que les collègues ici. Google fait des annonces, on lit le mail qui te dit, et puis après on attend de voir un peu ce qui va se passer, quoi, parce que si on s'arrêtait à ça, bon, on n'en finirait pas, hein. Faut bosser à côté. Ah, c'est surtout, il faut rester calme, quoi. Il faut jamais voilà, stresser par rapport à ces annonces. D'accord. Comme pour Eric, la sécurité, quoi. Eric, toi, par contre, tu as eu un impact, toi, par contre, évidemment. Moi, j'ai eu un impact, mais bon, évidemment, serein. Tout était déjà prêt avant, même sans la pression de Google, quoi. Donc voilà, je me suis mis devant mon analytics et puis en train de regarder un petit peu les stats, comment elles changeaient, mais rien de spécial au final, quoi. D'accord, ok. Laurent, est-ce que tu veux rajouter une dernière chose pour conclure? Non, je vous dis, moi, faites des apps, voilà, il faut. On sort, et puis anticiper le predictive search, la recherche vocale, c'est ça, c'est du présent, c'est maintenant que ça se passe, hein. Il vaut mieux il faut pas être en avance et en retard, il faut être à l'heure. Et là, si vous voulez être à l'heure sur ces technos-là, c'est maintenant. Le truc de mobile friendly sur les résultats de recherche Google, ça c'est du vintage, c'est des vestiges du passé. Ok, merci Laurent. Eric, on va parler effectivement donc d'Applebot, puisque c'est un sujet effectivement qui t'intéresse un petit peu. Donc alors qu'est-ce que c'est exactement? C'est un crawl, c'est un search créé donc par la firme à la pomme. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus là? Bah, apparemment, en novembre 2014, il y a eu un webmaster qui a vu un petit crawl passer sur son site qui s'appelait Applebot. Donc voilà, ça a affolé un petit peu tout le monde, c'était marrant, tout ça. Et puis, le 5 mai, Apple a officiellement communiqué sur ce service-là, on va dire. En fait, c'est juste un crawl qui sert à indexer pour utiliser, enfin c'est ce que Apple dit, qui sert à indexer des pages pour les services de Siri et Spotlight. Alors moi j'ai trouvé ça drôle parce que Juste 2 secondes, Spotlight, tu peux juste préciser qu'est-ce que c'est pour les connaisseurs? c'est la recherche intégrée à macOS et iOS. D'accord. Voilà. Ok, donc macOS et iOS qui sont les Système d'exploitation. merci, les systèmes d'exploitation de Mac. Merci Laurent. Ok Eric, je t'en prie, continue. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que Apple utilise déjà des services pour ça. Donc, ils n'ont pas besoin d'indexer des pages. Ils utilisent Wolfram Alpha, ils utilisent Wikipédia, Bing. Donc, pourquoi ils auraient besoin d'utiliser leur propre indexateur, je ne sais pas comment on dit en français. C'est bizarre. Alors à ce moment-là, peut-être ils ont des choses très spécifiques à crawler sur le web. Je pense qu'il devra avoir quand même pas mal de machines pour pouvoir récupérer suffisamment de données, donc ils ont dû investir quand même pas mal. Je pense que je ne sais pas s'ils veulent rentrer à faire une concurrence à Google, en sachant que Apple a toujours eu une politique de on ne va pas faire de recherche pour une raison précise, qu'on ne veut pas rentrer dans la publicité. Google, c'est de la publicité, c'est pas vraiment un moteur de recherche. C'est une régie publicitaire plus qu'autre chose. Donc, Apple, je ne crois pas qu'ils veulent se mettre sur ce marché-là. Donc, c'est bizarre. Ils communiquent d'une façon un petit peu
controversial. Et voilà, donc je pense que ça va être quelque chose d'assez passionnant si Apple décide de rentrer sur le marché, parce que je crois que Bing va avoir un petit peu les foies. On imagine le moteur de recherche par défaut sur tous les appareils iOS ou macOS changer du jour au lendemain, ça risque de faire un petit peu mal, je pense, quoi. Laurent, qu'est-ce que tu en penses de cette petite fonctionnalité qui vient d'arriver là, hein? Est-ce que tu penses que ça peut être un nouveau moteur de recherche ou carrément c'est juste effectivement un crawl qui va juste servir à alimenter le moteur de recherche interne à Mac? Ouais, je pense pas Après, encore une fois, là, on est dans les. Ah oui, on est dans les suppositions. Mais je suis comme Eric, je pense pas que frontalement ils aillent faire un moteur de recherche type voilà, Google tel qu'on connaît. Mais comme je disais tout à l'heure, hein, le predictive search, la recherche vocale, etc. Derrière, pourquoi pas aider à alimenter leur base avec en servant. Pourquoi? Parce que le problème là, c'est qu'aujourd'hui il faut être connecté pour avoir accès notamment à Siri. Donc, peut-être que pour, je sais pas, préservir plus vite, c'est-à-dire faire du prefetching, ou je sais pas pourquoi ils ont besoin de crawler le web, on peut supposer plein de trucs, ou alors simplement, ne serait-ce que pour leur propre expérience, hein, c'est quand même fascinant ce qu'on peut tirer comme data en crawlant les sites web. Donc, ils ont tout intérêt. Moi, je suis même étonné qu'ils ne l'aient pas fait avant, d'ailleurs. Que ce soit pour une raison ou une autre, ils ont tout à fait le besoin de crawler le web pour améliorer derrière les interfaces qui vont, que ce soit Spotlight ou autre, ou Siri, qui vont servir des réponses aux questions. C'est toute une question d'apprentissage, donc il faut bien que Siri, vous l'éduquiez à donner des réponses les plus précises possibles aux questions. Et pour ça, effectivement, les réponses figurent beaucoup sur les pages web. Donc, dans ce sens, ça me semble logique. Aurélien, qu'est-ce que tu en penses du fait qu'effectivement Apple crawl le web, un nouveau peut-être navigateur? Bah écoute, on peut tout imaginer. Peut-être qu'un jour on aura droit à la keynote The Best Search Engine Ever Made, mais bon. Pour l'instant, moi je suis sceptique. Après, c'est certain, hein, la recherche c'est un peu le nerf de la guerre, tout ce qui est big data et tout ça. Si aujourd'hui ils sont pas satisfaits de ce qu'ils ont en stock, il faut bien aussi compléter. Après, il y a aussi à un moment donné, ils vont avoir envie de casser toujours cette dépendance à Bing, à Google, à Yahoo, à n'importe quoi. Enfin, à un moment donné, aussi bien aussi sur, on a l'application. Plan maintenant. Avant c'était quand même du Google Maps si je dis pas de bêtises sur les anciennes versions d'iOS. Donc il y a toujours, on dépend d'un partenaire pour fournir l'information. Donc on peut faire les meilleurs devices, mais c'est quand même la donnée qui va compter. Donc ouais, peut-être qu'ils ont envie avec tout le cash qu'ils ont en stock, de se faire un peu plaisir aussi, j'en sais rien. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez, mais comme tu dis, c'est vrai qu'effectivement en France, pouvoir effectivement se dépatouiller et un peu sortir de cette Google dépendance, ça serait pas une mauvaise chose quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, Laurent par exemple. Ah oui, on avait même fait un concours de référencement où on devait se positionner sur Google, Yahoo, MSN à l'époque, et voilà. Et il y a un mec qui est arrivé, mais après, je crois que c'était 7-8 ans, quoi. C'était le concours c'est sûr que, mais bien avoir son meilleur ennemi, c'est aussi sympathique. C'est-à-dire que Google, on le connaît bien, on sait comment quoi et comment lui donner à bouffer. C'est du travail, du point de vue optimisation et du point de vue ranking, c'est quand même compliqué de se positionner sur plusieurs moteurs de recherche. Et donc ouais. Du point de vue utilisateur, du point de vue conceptuel, du point de vue philosophique, tout ce que tu veux, du point de vue éthique, bien sûr que j'aimerais qu'on sorte de la Google dépendance. Du point de vue référenceur, moi je me dis que c'est quand même bien pratique, quoi. Ça facilite mon boulot. Oui, parce que du coup, effectivement, tu dois travailler que sur un seul moteur de recherche principalement, quoi. Ouais. Alors que là. Mais par contre, désolé encore de dévier la conversation vers autre chose, mais je voudrais vous inviter à.
si QuantBot n'est pas passé sur... Parce que c'est pas tous les jours qu'on a un nouveau moteur de recherche, et en plus qu'il soit français. Et Quant aujourd'hui a lancé le crawl. Donc si vous ne voyez pas passer QuantBot sur votre site, vous pouvez tout à fait l'appeler, tout simplement en envoyant un email à contact@quant.com ou un truc comme ça. Enfin, vous utilisez les formulaires sur Quant. Et je vous invite à aider Quant à crawler le web, à l'inviter sur votre site parce que ben ouais, il faut un peu de patriotisme, les gars. Non, mais t'as absolument raison. Et puis en plus, l'interface est quand même relativement, est vraiment très agréable comparé effectivement à l'interface relativement brute de Google. Et c'est vrai que celle de Quant est quand même très sympa. Ouais. Mais il va falloir un laps de temps avant que, bon, parce qu'ils ont pris comme base de départ, ce que les gens ne comprennent pas, ils disent ouais, c'est un copier-coller de Bing, mais qu'est-ce que tu fais? Soit tu démarres de zéro, soit effectivement tu prends une base existante. Et pour avoir un différentiel avec la base de Bing, il faudra un petit peu de temps et il faut beaucoup de crawl, etc., etc., quoi. Donc, mais ça vient, ils avancent vite. Hein. Non, mais tu avais raison, effectivement, c'est une bonne idée de les avoir nommés. Eric, vous, au Mexique, est-ce que vous avez une très forte Google dépendance qui fait que l'arrivée peut-être d'un nouveau moteur de recherche pourrait peut-être effectivement changer la donne? Bah, en fait, ici, il y a Google et Google. Tout le monde Yahoo, utilise. même pas un petit peu? Après, c'est pour le marché américain, un petit peu Bing. Voilà. Au Mexique, en plus, ils ont ils utilisent beaucoup des forums et notamment le Yahoo Answer pour poser des questions. Donc, mais pour les recherches, c'est vraiment Google à 99%. Alors, j'essaye de bosser un petit peu sur Bing ou sur Yahoo, ce genre de choses. J'ai un client où j'ai besoin de le positionner sur Yandex en Russie. Ça, c'est marrant. En sachant qu'il y a 1 ou 2 mois, Google a annoncé qu'il partait de la Russie. Donc moi, ça me donne un champ un petit peu plus libre pour avoir un seul moteur de recherche, parce que c'est pas facile de se positionner en russe. C'est assez compliqué. Mais je pense qu'on va plus. Je pense que la Google dépendance, c'est quelque chose, au final, c'est un faux débat. Je pense qu'on va plus sur des spécialités de segmentation de certains thèmes. Je pense que dans quelques années, on utilisera peut-être plus tel moteur ou tel moteur pour chercher des apps, par exemple. Ou pour la géolocalisation, plus peut-être tel autre moteur ou ce genre de choses. Je pense que ça va se diviser plus sur le type de recherche qu'on va faire. Ça, c'est une opinion vraiment personnelle. Mais je vois maintenant, j'ai écrit un article il y a 1 ou 2 mois sur comment positionner son app sur Google, qui est, au final, il y a 2-3 petites astuces à faire pour gagner les concurrents. Donc je pense que ça spécialise sur des thématiques et non plus sur le moteur de recherche. En fait, il faut même faire gaffe aux stats parce que quand tu regardes les camemberts, ils sont sur 100%. Et alors que dans le quotidien d'un internaute, lambda, il utilise plus d'un moteur de recherche. Exactement. Volontairement ou involontairement. Il peut aller sur un portail qui utilise un Google déporté ou un Yahoo machin ou un Bing truc. Et finalement, je crois que c'est plus de l'ordre de 160% la répartition. Et quand on regarde la vérité des chiffres, Google n'est pas si dominant que ça, surtout aux États-Unis, où la culture Yahoo, le portail Yahoo reste encore prédominant. Et quand on regarde la répartition sur 160%, finalement, ils sont quasiment, Bing et Yahoo, c'est un peu kiff-kiff avec Google, quoi. Ouais, exactement. Le problème, c'est ça. c'est que les gens n'utilisent pas que Google, effectivement. Et plus aux États-Unis, d'ailleurs, je pense. Je sais pas comment c'est en Europe, mais parce qu'il y a des petites pointes de trafic sur Bing ou Yahoo aux États-Unis, mais c'est plutôt des comment on appelle ça, des branches de thématiques, non, de recherche. Dans le tourisme, par exemple, effectivement, il y a beaucoup
il y a beaucoup de pointes comme ça sur Yahoo. J'ai rencontré le directeur de Yahoo Mexique il y a un mois. Il me racontait, on n'est pas un moteur de recherche. Voilà, c'est simple. Donc en gros, bon, oubliez-nous, allez sur Bing. Donc c'était assez drôle, alors que je lui disais, mais oui, mais vous vous vantez d'avoir des petites pointes une fois dans l'année, avec bien sûr une grosse stratégie pour dépasser au moins une journée dans l'année Google sur les recherches américaines, pour montrer qu'ils existent encore, bien sûr. Mais effectivement, le camembert, il est sur 150, 180% et pas sur 100%. Pour en revenir à Apple, en termes d'infrastructure, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça serait peut-être aujourd'hui l'une des rares sociétés à pouvoir vraiment créer un moteur de recherche capable de concurrencer Google. Hein. Laurent? Ouais, enfin, moi je connais surtout, encore une fois, les gars de Quant très bien, et c'est un secteur d'activité. Ouais, c'est compliqué, il faut de la ressource, il faut des sous, il faut de la techno, mais il y a personne qui y va, quoi. C'est-à-dire, il y a zéro concurrence. Microsoft laisse tomber, Yahoo effectivement, et voilà, tu as Google. Donc, alors ok, il va falloir combattre le bad buzz du fameux ouais, t'es pas un Google killer, mais tu t'ouvres plein de perspectives qui sont finalement, d'accord, tu as l'interface moteur de recherche, mais à côté, de devenir un moteur de recherche te permet de faire plein d'autres choses. Tu as accès à plein de data, les gens vont venir te donner des trucs incroyables, quoi. Mais bon, encore une fois, je ne peux pas non plus rentrer trop dans les détails, mais c'est assez fabuleux de suivre l'aventure Quant de relativement près, parce que on voit que, ouais, ok, peu importe si finalement c'est un Google killer ou pas, il est devenu, il a un des acteurs majeurs simplement par le fait d'exister, point barre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, voilà, tu crées un moteur de recherche, tu fais partie des grands, parce que finalement, il y en a pas, quoi, il y en a peu. Et Apple, oui, mais on parle d'Amazon aussi, on parle de Facebook. Après, moi, la vraie question, c'est, pour moi, Google, j'ai écrit un billet là-dessus, ce que Eric a dit est vrai, c'est une régie publicitaire, alors que tout le monde pense que c'est un moteur de recherche, et les fondateurs de Google, pour eux, c'est finalement qu'une machine à fric pour faire leur délire, quoi, voilà. Mais ils sont très loin, le PageRank, c'était leur diplôme d'université, quoi. Je veux dire, 20 ans après, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre de Google Search? Dans leur esprit, c'est loin. Et donc, est-ce que Google peut être autre chose qu'un moteur de recherche? Je ne pense pas. On voit à l'échelle de Google+. Est-ce que Facebook peut être autre chose qu'un réseau social? C'est compliqué pour Facebook de dire, bon ben voilà, on va être un acteur majeur du search. Pour Amazon, est-ce qu'ils peuvent prétendre être aussi un acteur majeur? Moi, enfin, quand on voit la pléthore de services d'Amazon, quand on a accès à sa console, ne serait-ce que voilà, du côté AWS, c'est pas qu'un vendeur de bouquins Amazon, quoi. Mais pourtant, pour le grand public, Amazon, c'est effectivement au départ un vendeur de livres et puis aujourd'hui un vendeur d'un peu tout. Et pareil pour Apple. Est-ce qu'Apple peut vraiment devenir autre chose que ce créateur d'appareils électroniques? D'électronique. Laurent, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, moi j'ai des clients, je les envoie sur Amazon. Je leur dis, mais t'as pas besoin d'une boutique en ligne, il n'y a pas besoin de réinventer la roue. Ouvre-toi un compte sur Amazon, mets des mots pour être bien placé, plus ou moins, et puis voilà quoi. Pourquoi réinventer la roue alors que Amazon le fait déjà très bien et concurrence effectivement sur le shopping Google. Pour moi, Amazon, c'est le nouveau Google en shopping, quoi, en achat sur Internet. Voilà, c'est devenu un moteur de recherche. Enfin, l'entité Amazon est devenue, comme Facebook aussi, est devenu un petit web à lui tout seul. Et la recherche au sein Facebook, c'est devenu même son propre écosystème. Les gens lisent, on voit bien que les gens lisent plus de news maintenant, de plus en plus, leur actu, leur veille sur Facebook, et vont plus sur les sites.
Et Amazon, pareil, c'est devenu une espèce d'enclave au commerce à elle toute seule, avec la marketplace. Bien sûr qu'il faut être présent. Après, c'est vrai aussi qu'il bouffe pas mal la marge, quoi. Si t'es que revendeur, c'est compliqué. Si tu produis, si tu fabriques, là oui, tu peux avoir des marges qui sont assez intéressantes pour payer le surcoût de la marketplace. Mais c'est toujours le piège, quoi, de dire bon ben ok, je vais là-dessus, je vais sur ces marketplaces pour faire du chiffre, mais derrière, ce qui te reste vraiment comme cash dans la poche, c'est pas grand-chose, quoi. Ben, c'est tout le problème des marketplaces. De toute façon, là, on a la même chose avec. Pour faire le parallèle avec WordPress, avec ThemeForest, hein, je suis développeur. Est-ce que je mets mon thème ou mon plugin chez eux et je me fais bouffer la moitié de ce que je ferais en vente moi tout seul? Il y en a qui viennent, il y en a qui en sortent, ils y retournent. C'est voilà, il y a la visibilité. Est-ce que ça vaut le coup d'y être ou pas? Voilà, c'est toujours pareil. Sinon, moi, à titre personnel, j'utilise un autre moteur qui s'appelle DuckDuckGo. Je sais pas si quelqu'un l'utilise ici. C'est à titre, enfin, pour du pro et du perso, dans mes recherches, les résultats sont bons et finalement, je pense qu'aujourd'hui, je peux dire que la moitié de mon temps, je le passe plus sur Google en recherche, mais plutôt là-dessus. Quel est l'avantage de ce moteur de recherche? Alors, d'après ce qui est dit, la promesse, c'est que t'es pas fliqué. Donc, il n'y a rien d'enregistré dans tes recherches et c'est comme si tu utilises. Voilà, c'est vraiment une recherche un peu privative et t'as pas de publicité non plus, d'après ce que j'ai vu. Donc, ça se limite à ça et c'est plutôt efficace. Ça fait aussi les images, les vidéos, enfin, le classique, quoi. Et ça marche plutôt bien. Donc, quand je trouve pas, je retourne chez Google parce que sûrement voilà, il personnalise toujours un peu ce que tu fais. Mais les résultats sont vraiment plutôt qualitatifs. Attention, DuckDuckGo, c'est pas un moteur, c'est un méta-moteur. C'est une surcouche, quoi. C'est pas du tout un moteur de recherche. Ah oui, non, après, ils vont pas, c'est pas un quant, c'est pas un truc, voilà, ils sont pas, mais ça marche bien, hein. Moi j'aime beaucoup Quant pour une raison, c'est qu'on peut faire beaucoup plus que seulement chercher. C'est qu'on fait aussi de la curation de contenu et c'est vraiment très très bien fait. Donc il y a vraiment manière de faire de jolies choses avec Quant. Et puis surtout ils ont une éthique quasiment imparable, quoi. C'est nous, on est là pour faire du cherche, on n'est pas là pour faire comme Google, quoi. Donc, oui, mais c'est pareil que DuckDuckGo, ils sont très vite privés, tout ça. Mais honnêtement, la techno, que ce soit, c'est pas vrai que Google est supérieur à Bing, c'est pas vrai que Google est supérieur à, enfin, du point de vue techno, ils se valent tous maintenant. On trouve toujours ce qu'on veut, hein, en cherchant, honnêtement. Enfin, moi, je vois pas de grosses différences. Alors, bien sûr, des fois, quand je trouve pas, ouais, je vais sur Google, quoi. Mais surtout que Google, quand on sait bien manipuler les opérateurs avancés, ça va très très vite. Ce que on ne sait pas forcément faire ou qui n'est pas disponible sur d'autres moteurs. Ok, merci Laurent. On va conclure là-dessus. Aurélien, est-ce que tu peux nous rappeler en quelques secondes où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il te plaît? On peut me retrouver sur mon blog wpchannel.com, sur Twitter et aussi pour ceux qui seraient sur le coin le 6 juin à Biarritz, on fait un événement sur toute une journée de WPMX Day. Voilà. Et vous allez parler de WordPress, hein, de WordPress pendant toute une journée, il y aura 8 conférences, on traitera aussi bien de SEO que de e-commerce que d'accessibilité et j'en passe et des meilleurs. Voilà. Très bien. Merci, ce sera donc à Biarritz. Eric, oui. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Moi, ça va être en espagnol, sur octopus.mx et puis sur notre compte Twitter qui s'appelle Octopus Agency. Mais bon, c'est en espagnol, donc je ne sais pas si vraiment ça va intéresser du monde. Google Translate. Comment? Avec Google Translate, ça passera. Ouais, avec Translate peut-être. Voilà, exactement. Ok, merci. Laurent? Ouais, moi, pareil, ouais, mon blog Twitter aussi, c'est les deux principaux canaux. Sinon, en physique, prochaine intervention, c'est le 22 mai au Webcamp Day de Angers. Et ensuite, fin juin, je crois que c'est le 29 juin, à Marseille pour le Shake e-commerce. Tu feras des conférences? Ouais. D'accord. Ta première conférence, ça portera juste sur quoi?
C'est la futurologie, voilà, j'en ai parlé un petit peu aujourd'hui, mais qu'est-ce que sera la recherche de l'information dans le futur? Ça, c'est pour Angers, et à Marseille, ça sera, comme c'est vraiment orienté au commerce, ça sera les plus gros tops, enfin voilà, les meilleures idées et les plus grosses erreurs qu'on a croisées. Je fais ça avec Paul Sanchez, qu'on a croisé en plus donc cumulé, on doit faire 25 ans de SEO. Faire profiter l'audience de notre expérience sur les sites de commerce. Merci, merci Laurent. Je profite d'avoir Laurent, par exemple. Arrête de faire tes podcasts en live et que tu ne mets pas en ligne. Je ne peux pas les voir. C'était une expérience. C'était un podcast live justement parce que j'aime bien faire les choses à contre-courant et ça a marché puisqu'on a eu quand même près de 1000 personnes qui se sont connectées au podcast live, ce qui est un score absolument démentiel pour un truc aussi minuscule que le SEO en France. Mais effectivement, c'était qu'une expérience. Je pense pas que ça devienne une habitude. Donc, t'inquiète pas, il y aura toujours les podcasts habituels qui sont eux en replay. Mais pense à moi. À la limite, il faut. Tu sais, il y en a plein qui ont programmé leur écran pour être enregistré. Ça s'est un peu refilé sous le manteau, etc. Et ce côté-là me plaît aussi, c'est-à-dire que moi, je te le mets pas à dispo en replay, mais j'aime bien aussi le fait que les gens aient fait l'effort de l'enregistrer et puis ensuite ils passent entre potes et tout. C'est pas mal. C'est une très bonne idée. Merci, merci Laurent, merci Aurélien, merci Eric, merci messieurs d'avoir participé merci à toi. À cette première table ronde. Non, franchement, merci à vous. Merci à vous tous de nous avoir regardés. N'hésitez pas à partager donc cette vidéo sur les réseaux sociaux, sur Twitter, Facebook. N'hésitez pas à commencer sur YouTube. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la prochaine fois et encore une fois, merci encore, à très vite. Au revoir.